Binge Audio. Il y a quelque chose de profondément injuste dans la façon dont nous traitons les victimes de viol en France. Je vais vous remettre en tête les chiffres issus de statistiques fiables, sérieuses. 90% des personnes qui subissent un viol ne portent jamais plainte. Sur celles qui vont le faire, donc seulement 10% des victimes, la plupart ne verront jamais de procès, car 80% des plaintes aboutissent à un classement sans suite ou à un non-lieu. Ce qui fait à la fin qu'il y a moins de 1% des violeurs qui sont condamnés. C'est brutal, mais c'est vrai, dans notre pays, quand vous violez quelqu'un, le plus souvent une femme, une fille, quelquefois un homme ou un garçon, eh bien, vous ne risquez pas grand-chose. Dans cet épisode, on va examiner l'une des clés du changement, la loi. Changer la loi française sur le viol, est-ce que ça pourrait permettre de mieux traiter les victimes ? Si oui, de quel pays pourrions-nous nous inspirer ? À quoi ressemblerait une loi idéale sur le viol et les agressions sexuelles ? Est-ce qu'il faut y introduire le mot de consentement ? Et si oui, comment ? Toutes les féministes entre elles ne sont pas d'accord sur cette question. Vous allez entendre les arguments pour et contre pour vous faire votre propre opinion grâce à mes 3 invités. Catherine Lemaguérès est docteure en droit, autrice des Pièges du consentement, un livre issu de la thèse qu'elle a soutenu sur les femmes victimes de violences sexuelles masculines confrontées au droit pénal. C'est aussi un sujet qu'elle connaît à fond, parce que pendant 30 ans, elle a accompagné des centaines de femmes victimes de violences sexuelles au sein de l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, une structure pionnière en la matière. Zoé Royot est avocate pénaliste et porte-parole de la Fondation des femmes. Elle a fait partie du groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l'Europe, qui est chargé de s'assurer du respect par la France des obligations de la Convention d'Istanbul. C'est un texte très important dont on va reparler. Et enfin, Marie-Charlotte Garin, qui est députée de Lyon, membre du parti Europe Écologie Les Verts, et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances à l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce cadre qu'elle a décidé de lancer, avec une autre députée, Véronique Rioton, une mission d'information sur la définition pénale du viol. Parce que c'est ça, le cœur du sujet, comment définir le viol dans notre code pénal. À première vue, ça paraît simple. Le viol, c'est quand on nous impose un rapport sexuel alors qu'on ne veut pas, quand on ne consent pas. Sauf que dans notre loi actuelle, c'est pas exactement ça. Je vous lis l'article 222 du Code pénal. Est un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. Vous voyez qu'il n'est pas question ici de consentement. Ça paraît fou, mais montrer que la plaignante n'était pas d'accord, ça ne suffit pas pour prouver un viol. Il faut prouver que l'accusé a usé de l'un de ces 4 modes opératoires, la violence, la contrainte, la menace, la surprise. Au fond, notre loi considère qu'on est tous, enfin surtout toutes, consentantes par défaut à avoir des relations sexuelles, sauf si on nous violente, on nous contraint, on nous menace ou on nous surprend. Alors pourquoi ? Eh bien, Catherine Lemaguérès va commencer par nous expliquer que pour comprendre d'où vient cette présomption de consentement, il faut qu'on ouvre les yeux sur notre passé. En fait, c'est ce que j'appelle les racines patriarcales de notre droit pénal. Notre code pénal, il est vieux, il est très très vieux. Le premier code pénal, c'est 1791, mais on s'appuie même en matière de viol. Le viol, ça a toujours été un crime, mais c'est réprimé depuis toujours. On regarde la Bible, c'est réprimé. On prend l'Ancien Régime, c'est réprimé. Simplement, c'était plutôt réprimé comme une atteinte à l'honneur des familles, et non pas à l'atteinte à la personne victime de viol elle-même. Donc c'est un crime de propriétaire, un peu, oui. De même propriétaire. Complètement. En fait, on attaque la propriété d'un homme quand on viole une femme. Le père ou le mari, selon l'état matrimonial de la femme, de la plaignante. Donc ce droit-là, 1791, le viol rentre dans le premier code pénal, mais n'est pas défini. On sait juste qu'il est puni de 6 ans de fer. Voilà, on n'en sait pas plus. Long travail de préparation pour le code napoléonien, donc 1810, qui vient après. Normalement, c'est le législateur qui définit les infractions, et non pas les juges.
le législateur napoléonien ne définira pas plus le viol, ce qui fait que jusqu'à la loi de 1980, on travaille avec un texte qui est défini par les magistrats. Et donc, qu'est-ce que c'est pendant tout le 19e siècle jusqu'à une bonne partie du 20e siècle, quasiment tout le 20e siècle aussi, parce que 1980, c'est pas vieux, hein. C'est le coït illicite. Coït, ça veut dire que seul un homme peut être agresseur, seule une femme peut être victime. Ça ne veut pas dire que les agressions sexuelles entre hommes ne puissent pas être réprimées, mais au titre d'un autre crime, d'attentat à la pudeur ou d'acte contre nature. Donc c'est réprimé, mais pas au titre du viol. Si je reviens sur la définition du viol, c'est le coït illicite, et c'est le viol, c'est par définition, il faut qu'il y ait de la violence. Et ça renvoie à nos stéréotypes du vrai viol. C'est quoi le vrai viol? C'est quand il y a de la violence physique. C'est quand la personne est étranglée. Yvan Levaille avait dit sur France Inter au moment de l'affaire DSK, à 7h du mat, journal, DSK n'est pas un violeur, c'est quand il y a un couteau. Voilà, une vision bien patriarcale de ce que c'est que le viol. Et puis, arrive une affaire qu'on continue à enseigner, s'il y a des juristes ici, ou des étudiants et étudiantes en droit, vous l'avez appris, l'arrêt Dubat, 1857, donc milieu du 19e, où une femme dont l'arrêt nous dit que c'est une très bonne épouse, de bonne moralité, dort. Et à un moment, quelqu'un rentre dans son lit, elle pense que c'est son mari, et donc elle se laisse faire parce que coït illicite, j'y reviendrai sur le terme illicite, et puis tout d'un coup elle se réveille vraiment, c'est pas son mari, elle crie tout de suite, monsieur est arrêté, il se retrouve devant les tribunaux, et là, la chambre d'instruction dit, c'est pas un viol, il n'y a pas eu de violence. Non, il n'y a pas eu de violence, elle dormait. Donc il n'a pas eu besoin de l'étrangler ou de sortir un couteau ou quoi que ce soit. Il lui a juste imposé un acte sexuel pendant son sommeil. Et là, la Cour de cassation est un peu embêtée, et donc va élargir, va dire c'est pas seulement quand il y a violence, c'est aussi quand il y a contrainte et surprise. Je reviens sur mon coït illicite. Illicite, ça veut dire qu'évidemment c'était hors mariage. Sinon c'était licite, ça s'appelle le devoir conjugal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se refuser à son conjoint, ça fait partie des devoirs du mariage. Et il va y avoir cette formule qui est utilisée par la Cour de cassation en 1857, que la Cour de cassation continue d'employer en 2024. Le défaut de consentement résulte de la violence, de la contrainte ou de la surprise. Qu'est-ce que ça veut dire, le défaut de consentement résulte? Normalement, le défaut de consentement, il résulte de la personne qui dit non. Il ne résulte pas du comportement d'un agresseur. Par contre, il est éventuellement prouvé par le comportement d'un agresseur. Parce que je ne suis pas d'accord, parce que je résiste, alors il a besoin de recourir à violence, contrainte, menace et surprise pour m'imposer un acte. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'incapacité de réagir, de résister? Parce que résister aussi, c'est un beau stéréotype, bien patriarcal. Quand on est agressé, on est supposé résister. Alors que quand vous discutez avec la police et qu'on vous vole, le premier truc qu'ils vous disent, surtout, ne résistez pas, donnez votre portable, donnez votre sac à main. Cherchez pas. Mais quand c'est nous qui sommes agressés, on a l'obligation. Parce qu'il y a toujours cette idée, derrière, ce sont toutes les idées reçues à l'encontre des femmes, qui ne dit mot consent, souvent femme varie, l'homme propose, la femme dispose. On a toutes ces visions-là parfaitement stéréotypées en tête, qui font qu'il faut quand même se méfier de la parole des femmes. Donc, on ne va pas dépendre simplement de sa perception ou de sa vision, son analyse de son récit. Il faut avoir des éléments objectifs. Et violence, contrainte, surprise, menace, ça a été rajouté en 1992 avec le nouveau code pénal. Ça, c'est du lourd. Là, on est sûr qu'il s'est bien passé quelque chose et on est sûr qu'elle n'était vraiment pas d'accord. Sauf que, a priori, nous ne sommes pas d'accord pour avoir un acte sexuel avec n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. On est bien d'accord. A priori, personne n'est d'accord. C'est pas ce que dit le droit. Le droit dit, a priori, vous êtes d'accord, mais cette présomption de consentement s'efface si on arrive à prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Si on a la preuve du seul refus, ça suffit pas. Je redis, il faut violence, contrainte, menace, surprise. Arrivent les années 70, grande lutte féministe, qui dénonce le fait que les viols sont très peu poursuivis et sont très peu condamnés, sont correctionnalisés, etc. Je reste sur le droit vraiment, pas sur son application.
arrive le Procédex. Qui parmi vous connaît le Procédex ? Je précise, une main se lève. Voilà, c'est notre acculturation aussi. On devrait tous et toutes connaître le Procédex. Ça fait partie des grands procès qui ont construit notre droit. Donc les faits sont les suivants. 2 jeunes femmes lesbiennes belges campent dans les calanques du côté de Marseille. L'après-midi, il y a un jeune homme qui se présente. Elles ne sont pas intéressées, elles le lui signifient. Monsieur n'est pas content. N'est pas content d'avoir été jeté, on peut le dire comme ça. Et donc, il revient le soir avec 2 autres camarades en viol punitif. Ils ont décidé qu'ils les auront. Elles résistent une bonne partie de la nuit. Elles se servent même du maillet qui sert à planter les piquets de tente. Elles tapent. Vraiment, manifestement, elles ne sont pas d'accord. Et puis, au bout d'un moment, menacées de mort, menacées d'être coupées en morceaux, etc. Et puis aussi, parce qu'il est 3 heures du matin et ça fait déjà plusieurs heures qu'elles se débattent, elles se laissent faire. Elles cèdent. La juge d'instruction dira, à partir du moment où elles ont arrêté de résister, messieurs ont pu penser qu'elles étaient consentantes. Bah oui, il n'y a pas d'intentionnalité. Souvent, femmes varient. Tout d'un coup, elles sont devenues d'accord. Et c'est cette affaire qui sera donc ce qu'on a appelé le Procédex, qui sera repris par Gisèle Halimi, qui en fera ce que Gisèle Halimi sait très bien faire, un procès politique, c'est-à-dire qu'elle fait venir des parlementaires, elle fait venir des médecins, elle fait venir des juristes, et elle confronte le sexisme de notre droit français qui impose cette preuve de violence contre la femme. La loi de 23 décembre 1980 est votée. 1980, la loi nous dit tout viol, tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit, donc c'est plus seulement le coït, c'est un acte de pénétration vaginale, buccale, anale, par un objet, par un doigt, par un sexe, peu importe, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, est un viol. Le viol est un crime, on le rappelle. On le remet dans la loi parce que les magistrats avaient un peu tendance à oublier que c'était un crime et avaient un peu tendance à le faire passer comme un délit d'agression sexuelle à l'époque, on disait attentat à la pudeur. La loi est votée. Pendant les débats parlementaires, on parle de consentement toutes les pages. Quand vous lisez les débats parlementaires, le mot consentement est partout, tout le temps. Et pourtant, étonnamment, on ne le retrouve pas dans le texte de droit. Pourquoi ? Parce que, en fait, au moment de la rédaction, ils ont fait rentrer dans le droit la jurisprudence du 19e siècle. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un vieux droit. Parce que par cette loi de 1980, qui était une véritable avancée, parce que c'était tout acte de pénétration, parce que ça permettait de poursuivre le devoir conjugal, plutôt donc le viol conjugal, parce que ça permettait aux hommes d'être reconnus victimes de viol, parce que ça permettait éventuellement aux femmes d'être reconnues violeuses, ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout ça, ce sont des avancées. Par contre, ce qui est malheureusement, je dirais, ça a été le fruit de son moment, c'est que ça a fait rentrer la jurisprudence et donc les stéréotypes du 19e siècle dans le droit. Qu'est-ce que c'est qu'une violence ? Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte ? Qu'est-ce que c'est qu'une menace ? Qu'est-ce que c'est qu'une surprise ? Ces termes-là ne sont pas définis dans le code pénal. Et comme ils ne sont pas définis, on va dépendre de l'appréciation des magistrats et magistrates. Or, ce sont des êtres humains comme vous et moi, c'est-à-dire susceptibles d'avoir des représentations stéréotypées, elles et eux aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une violence ? Il faut que ce soit une vraie violence. Quand on regarde la jurisprudence, donc les jurisprudences, c'est le terme qui désigne les décisions de justice qui ont été rendues. Ce sont l'ensemble des décisions de justice. On voit que est retenu au titre de la violence, non pas une simple claque, mais des seins tordus, des dents cassées, des bras cassés, il y a beaucoup de sang. Bon, là, on est tous et toutes d'accord pour dire que quand on nous impose un acte sexuel dans ces circonstances-là, a priori, on n'était pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que la surprise ? On retrouve la jurisprudence 1857, toutes les affaires où la victime est inconsciente. Elle dort, elle est sous emprise de produits stupéfiants ou d'alcool, mais à un niveau assez élevé, pas qu'elle soit simplement un petit peu shootée. Elle est sous hypnose, ça arrive. Et puis, ce sont toutes les situations où on ne s'y attend vraiment pas. Par exemple, une femme, ça c'est une affaire qui a été jugée par la Cour de cassation, une femme de 70-73 ans qui se présente aux urgences pour un problème ORL et à laquelle un interne impose un toucher vaginal. C'est pas la même zone, c'est pas bon. Et on va s'interroger,
Ah, mais est-ce qu'elle était vraiment pas consentante, en fait ? On va quand même oser poser la question. On sait jamais, des fois, que quand on va aux urgences, on a envie d'avoir un toucher vaginal comme ça. Peut-être, hein ? Donc, non, on reconnaît qu'il y a l'élément de surprise, que vraiment elle ne s'y attendait pas, et que donc le viol va être constitué. Alors, en l'occurrence, il ne faut pas exagérer, comme c'est une intromission digitale, c'est ce qu'on appelle les petits viols. Alors, évidemment, c'est illégal, hein, mais on va quand même correctionnaliser ce viol-là et le faire passer pour une agression sexuelle. C'est un autre sujet. Donc, le viol par surprise, c'est quand véritablement on ne peut pas imaginer ou quand c'est le fruit d'un stratagème. Et là, l'agresseur, on va rechercher comment il s'est organisé, éventuellement on va rechercher la préméditation, et comment il a mis en place tout ce stratagème pour véritablement parvenir à imposer ce contact sexuel alors qu'il sait parfaitement qu'il n'est pas voulu. Ça, c'est la surprise. La contrainte physique, ça veut dire une violence plus légère, contrainte psychique, et là, on va retrouver toutes les affaires qui mettent en cause les psys, enfin, psy très élargis, hein. Les marabouts, les kinés, toutes les professions médicales, dans lequel, en général, l'agresseur va détourner une relation de confiance et de dépendance, parce que quand on va chez son médecin, on est dans une relation de dépendance. On lui confie notre santé, on lui confie notre corps, on lui confie notre intimité, et on ne s'attend vraiment pas à être agressé. Donc quand ça nous arrive, on ne comprend pas. C'est l'élément de surprise. On ne s'y attend pas, on ne comprend pas. Et lui détourne ce lien de confiance pour imposer. Et de contraintes psychiques. Contraintes psychiques, absolument. Évidemment, un psychiatre ou un psychologue sait parfaitement qu'elle est, puisqu'on va aller voir pour ça, connaît parfaitement les vulnérabilités de son ou sa patiente. Donc, il sait comment les exploiter. Voilà, menace, ce sera par exemple menace de tuer, menace de s'en prendre à la famille, menace de licencier, on l'a assez peu dans la jurisprudence, alors que c'est pourtant bien une question. Donc ce sont des cas très très limités, ça correspond, enfin la physionomie du coup de la jurisprudence qui aboutit à des condamnations, parce que oui, il y a des condamnations. On ne dit pas que la loi ne marche jamais. Elle fonctionne pour certaines situations qui correspondent aux stéréotypes du vrai viol, de la bonne victime, du vrai agresseur. Plutôt pauvre, plutôt étranger. Quand on regarde la jurisprudence, il y a une étude qui avait été menée par Véronique Logoasiou pour la documentation française à partir des affaires qui étaient jugées en cour d'assises. Donc, le viol est un crime, il est jugé en cour d'assises, maintenant en cour criminelle. Et elle notait qu'il y avait seulement 10% de viols simples. Viol simple, ça veut dire sans circonstance aggravante. Par exemple, est une circonstance aggravante le fait de le commettre en réunion, sous la menace d'une arme, sur une personne mineure, par quelqu'un qui abuse de l'autorité, par son conjoint. Tout ça, ce sont des circonstances aggravantes. 10% seulement de viols simples. Le viol simple, c'est mon voisin, c'est mon... L'ex. Alors l'ex, il y aura encore une circonstance aggravante, mais un copain. Un copain, voilà. Ouais. Enfin, un copain, comme ça, le pote de soirée, tout ça. Voilà. Ces viols-là ne sont pas jugés par les tribunaux. Or, c'est l'immense majorité des viols. Parce qu'une autre statistique qui doit être donnée, c'est que dans 80 à 90% des situations, la victime connaît l'agresseur. Donc, on évacue aussi le stéréotype de... l'inconnu du parking, ou le mec que vous connaissez pas, qui vous attaque comme ça. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce que ça veut dire, si j'ai bien compris, c'est que notre droit, là, il ne permet pas de juger le cas de viol le plus typique. Le cas de viol le plus typique. Le cas de viol le plus typique, c'est un cas de viol où vous ne réagissez pas. Parce que c'est ça qui se passe dans la majorité des cas. Quand on est attaqué, il y a une étude suédoise qui a été faite là-dessus. Dans 70% des cas, on est en état de sidération. Ça veut dire, on ne peut pas bouger, on ne peut pas crier, on ne peut pas se débattre. On est complètement paralysé, on est sidéré. Voilà. On ne choisit pas. Et on ne choisit pas. Et ça, c'est très important. On ne sait pas, avant que ça nous arrive, on n'a aucune idée de comment on réagit quand on est agressé. Vous pouvez être championne de karaté, vous pouvez être hyper préparée, avoir fait de l'autodéfense, penser que vous vous battez quand on vous vole votre portable, votre blouson et tout ça. Mais un cas, quand on est attaqué physiquement, on ne sait pas comment on va réagir. Il y a des victimes qui réagissent en devenant toutes molles, comme ça, donc elles peuvent pas bouger. D'autres qui se raidissent complètement, elles peuvent pas bouger non plus. D'autres qui deviennent très très sympas elles essaient de négocier, elles rigolent, elles sont un peu voilà.
d'autres qui peuvent fuir. Vous pouvez avoir vraiment plein de réactions complètement inattendues que vous ne connaissez pas. Mais le truc, c'est qu'on sait que dans la majorité des cas, vous ne pouvez pas réagir. Et donc, il n'y a pas besoin d'utiliser, quand vous êtes un agresseur, la menace, la violence, la contrainte ou la surprise, parce que la victime, elle se laisse faire. Et donc, je me tourne vers vous, Marie-Charlotte Garin, sur ça, sur ce fait-là que vous connaissiez. Vous avez été élue députée en 2022. Vous décidez de lancer cette mission parlementaire sur la définition pénale du viol. Pourquoi vous avez choisi d'en faire votre priorité ? Pourquoi ça vous semblait tellement important de le faire ? En ce moment, vous voyez des dizaines de personnes et vous vous demandez comment vous allez changer la loi. Pourquoi vous avez décidé de faire ça ? D'abord parce que au moment où je suis élue députée en juin 2022, j'ai 26 ans. Et à l'âge de 26 ans, j'ai pas assez de mes 10 doigts pour compter les femmes autour de moi qui ont été victimes de viol. Et ce viol qui n'appartient pas au bon viol, donc par un inconnu dans la rue, si possible d'origine étrangère, avec des témoins, des marques sur le corps. Et évidemment, dans la plupart des cas, dans l'immense majorité des cas, ces femmes autour de moi ne vont pas porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un système où en fait la justice décourage les victimes d'aller porter plainte parce qu'elles se disent que la justice ne sera pas rendue en leur faveur, que c'est un processus qui va être long, qui va coûter de l'argent, qu'il faut être bien entouré, que ça va pas potentiellement être douloureux, qu'il faut être accueilli dans de bonnes circonstances dans un commissariat, et on sait que quand bien même c'est illégal, il y a encore énormément de refus de dépôt de plainte, et on se dit qu'on est tombé sur la tête de se dire que finalement la force de l'ordre, qui est la première vers laquelle on voudrait se tourner pour être protégée, ne vient même pas accueillir la parole des femmes. Et donc ça, c'est un petit constat personnel, entre guillemets, autour de moi. Il se trouve que mon premier travail après mes études, ça a été de travailler pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes en situation de handicap. Et en fait, on se rend bien compte que quand on croise certaines vulnérabilités, donc c'est-à-dire être femme, ça vous expose aux violences sexuelles, mais être femme en situation de handicap, ça vous expose d'autant plus aux violences sexuelles. Être femme et pauvre aussi, être femme sans papier, évidemment. Être femme sans abri. Aussi, enfin, voilà, les vulnérabilités, elles se cumulent, quoi, en fait. Et les agresseurs le savent très bien, aussi. Les agresseurs le savent très bien, et si on sait que les violences sont dans tous les milieux sociaux et dans toutes les strates de la société, qu'il n'y en a aucun qui est exclu, il se trouve qu'il y a quand même des vulnérabilités qui non seulement vous rendent plus susceptibles d'être agressés, mais qui en plus font que vous allez être moins susceptibles d'aller vers la justice, parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que c'est un parcours d'obstacles qui vous attend et que vous n'avez pas forcément les ressources financières ou socioculturelles ou psychologiques pour pouvoir aller au bout du processus. Et ça, c'est un constat qui, moi, en tant que jeune femme féministe qui se construisait sur cette vision-là, je me disais, mais il y a un truc qui cloche, et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui change ? Se dire, on a une impunité totale, on n'a personne qui fait rien. Enfin si, on avait des associations féministes et des professionnels du droit qui déjà se battaient à l'époque, mais se dire, pourquoi est-ce que ça perce pas ? Pourquoi est-ce que ça passe pas le mur du son ? Avec notamment, on a eu quand même MeToo dans ce pays, donc une espèce de révolution d'ampleur, en tout cas qui a essayé de libérer l'écoute. Et face à cela, la puissance publique n'a offert aucun mouvement d'ampleur dans la loi pour accompagner la révolution qui a été MeToo. Donc, je deviens élue en juin 2022. Il se trouve que j'arrive à être à la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, qui est du coup un espace transpartisan. Ça veut dire que tous les groupes politiques, peu importe si on n'est pas d'accord sur plein de sujets, on se dit que sur certains sujets qui touchent aux droits des femmes, on arrive en tout cas à travailler ensemble de manière cohérente, concordée et plutôt apaisée. Et il faut le souligner parce qu'en fait, c'est rare d'avoir des espaces comme ça en politique, et en particulier sous la mandature actuelle. Moi, je soumets ce sujet-là. Ce sujet, j'aurais très bien pu déposer une proposition de loi dans mon coin. De dire, bon bah voilà, moi je suis convaincue qu'il faut mettre le consentement dans la loi, je vais auditionner quelques personnes, paf, je dépose ma proposition de loi, c'est marqué, c'est plié. Sauf que si j'avais fait ça, cette proposition de loi, elle n'aurait été jamais étudiée. Jamais, 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 jamais. Et donc, j'ai saisi un espace qui est transpartisan, donc qui crée du collectif, parce qu'on se rend bien compte, avec cette proposition de loi, enfin en tout cas avec cette idée de vouloir inscrire le consentement dans la loi, en fait, ça réveille des vieux démons, quoi. Il y a plein de squelettes qui sortent des placards et qui disent « Oui, mais attention, peut-être qu'on va devoir contractualiser, signer un papier avant d'avoir une relation sexuelle. » Parce qu'on vient toucher finalement à la culture du viol dans notre pays, et aussi la fameuse présomption de consentement, de dire « Mais finalement, quand un homme veut, on claque des doigts et la femme suit. » Et donc, comme on vient vraiment toucher à
un des fondements, en tout cas une vision avec des biais sexistes du droit dans notre pays aujourd'hui, forcément ça crispe et ça tend. Il faut prendre le temps d'expliquer, de travailler ensemble, de voir, bon, ok, qu'est-ce qui bloque, quelles craintes vous avez. On va essayer de les prendre en compte pour réussir à arriver à quelque chose qui soit consensuel à la fin. Donc aujourd'hui, on mène une mission d'information parlementaire depuis à peu près décembre. Qu'est-ce qui a précipité cette mission d'information? C'est, on en a beaucoup entendu parler, le débat qu'il y a eu au niveau européen pour avoir une définition communautaire du viol. Et là, coup de théâtre, c'est-à-dire que le gouvernement est contre, mais les parlementaires au Parlement européen de la majorité sont pour. Donc ça crée de la tension et ça crée une espèce d'opportunité politique, un espace politique que nous, on peut occuper et donc auditionner tout un tas de personnes, des professionnels du droit, des forces de l'ordre, des spécialistes en psychotrauma qui nous ont beaucoup parlé des cas de sidération pour réussir à arriver à un résultat, une proposition qui sera la plus consensuelle possible, je l'espère. On va parler de comment est-ce qu'il faudrait écrire cette loi, mais avant, Maître Royot, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques-unes des conséquences qu'a cette loi sur la façon dont vous pratiquez votre métier d'avocate? C'est-à-dire, est-ce que ça vous arrive, par exemple, je ne sais pas, mais quand il y a des victimes qui viennent vous voir dans certaines affaires, à vous ou à l'une de vos consoeurs, est-ce que ça vous arrive de devoir leur dire, écoutez, je pense que vous ne devriez pas porter plainte parce que là, moi je vous crois, je sais que c'est un viol, je sais que c'est absolument injuste ce qui vous est arrivé, mais au regard de la loi, on va pas gagner. Les dissuader, non, jamais en réalité. C'est pas mon rôle de faire ça. Au contraire, je prendrai jamais ce risque-là. En revanche, pour les viols, comme pour n'importe quelle infraction, en réalité, pouvoir expliquer que ça va être compliqué, que la justice est décevante. D'abord, elle est humaine, donc elle est nécessairement imparfaite. Elle est parfois assez surprenante dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, et elle est très lente, et que la vérité judiciaire correspond pas à la vérité humaine. Une fois qu'on a dit ça, pour bien poser le truc du débat, on peut voir aussi comment le chemin qu'on peut emprunter. On peut aller déposer plainte au commissariat ou au contraire écrire au procureur ou à la procureure de la République quand les faits sont un peu anciens, compliqués, que la victime n'est pas prête tout de suite à les verbaliser parce que on parle d'une sexualité imposée, mais ça relève quand même de la sexualité. C'est pas facile d'aller comme ça se confier avec des inconnus pour pouvoir raconter exactement ce qui s'est passé. D'abord, les victimes passent toujours par des phases de... elles se sentent coupables, elles se sentent responsables, humiliées, salies. Effectivement, c'est vrai, Catherine l'a bien dit, elles ne se reconnaissent pas toujours dans la loi, en fait, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, notamment pour la sidération. Alors la justice jongle beaucoup mieux maintenant, avec ce champ lexical, médical, dissociation, sidération, quand on plaide ça, on n'est pas ridicule, mais c'est encore compliqué de pouvoir l'accrocher juridiquement. Donc les magistrats et magistrates le font avec la contrainte morale qui devient une condition un peu gilet de sauvetage, un peu fourre-tout en attendant qu'on ait mieux à proposer. Voilà, donc il faut informer les victimes que ça va être le parcours de la combattante, qu'il faudra répéter 15 fois les choses, qu'il y aura évidemment de mauvaises questions qui seront peut-être mal intentionnées ou peut-être aussi par absence de formation, par bêtise aussi, par maladresse, voilà. Et donc ça, le rôle de l'avocat ou de l'avocate, c'est de faire barrage à ces questions-là. Enfin, en tous les cas, elles sont posées, voilà, mais de tout de suite essayer de rétablir une forme de vérité. Nous, on dit en droit que on doit raisonner, vous, moi, on doit raisonner en bon père de famille. Alors déjà, les mots sont quand même gênants, mais voilà. Et en réalité, le bon père de famille, c'est le standard. Ce qu'on doit faire dans chaque situation. Avoir peur mais pas trop, agir mais pas trop, et qu'est-ce qu'on ferait là en matière de sexualité? En réalité, il n'y a pas de bon père de famille en matière de sexualité, je veux dire, qu'elle soit d'ailleurs consentie ou imposée, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. Et même si maintenant on l'emploie moins, on a, nous, juristes, été formés comme ça. Moi, ça me parle, ce concept-là. C'est dramatique, mais ça me parle quand même. Et donc, il faut avancer avec ces différentes difficultés comme ça, en plus de celle d'aller raconter quelque chose de vraiment difficile. Bon, donc préparer la plainte qui ne s'improvise pas. Ne pas infantiliser les victimes, leur dire exactement que oui, il y a peut-être un risque, que la vérité judiciaire ne soit pas la vérité humaine, bien sûr, mais que la justice n'est pas thérapeutique non plus. Je veux dire, elle peut pas tout, la justice. On dépose quelque chose, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, on dépose quelque chose. Et puis, la réparation, elle se passe ailleurs, au-delà. Ça participe du processus thérapeutique, mais elle ne peut pas tout. La victime vient pas chercher une peine, elle est pas là pour la vengeance, la peine ne compense rien. On a quelques dommages et intérêts parce qu'on dit que c'est comme ça qu'on répare les victimes. C'est pas comme aux États-Unis, je veux dire, en moyenne, en France, un viol
simple, comme Catherine vous l'a expliqué, c'est 25 000 €. Alors, c'est pas non plus, c'est pas les États-Unis, quoi. Bon. Donc, il faut aussi expliquer ça. Donc, c'est une espèce de tarif qui est un peu difficile. Les victimes veulent pas toujours non plus de l'argent parce qu'elles disent pourquoi est-ce que je serais payée pour ça. Donc, tout ça, il faut le préparer un peu. Pas donner trop d'infos parce que c'est difficile, la justice, ça fait peur. Il y a plein d'étapes, il y a plein de noms compliqués, il y a un champ lexical qui nous est propre. Ne pas juger si la victime n'est pas prête à déposer plainte. Je veux dire, c'est pas chacun son rythme aussi. Laisser le temps. Parfois, elles viennent voir des avocats, des avocates pour avoir des infos. Puis elles reviennent plus tard parce que finalement, elles se sentent prêtes à déposer plainte. Et donc, c'est là où il faut pouvoir les accompagner. Donc, pas les dissuader, mais leur dire que le chemin sera difficile, que je ne peux pas garantir un résultat. C'est pas moi qui donne ce résultat. Moi, j'applique pas la loi. Je la pratique, mais je ne l'applique pas. Mais qu'on peut faire en sorte au maximum, avec des témoignages, alors pas des témoins directs, parce que c'est toujours la parole de l'une contre la parole de l'autre, mais des gens qui ont pu recueillir tout de suite ces confidences, ou voir que tout d'un coup ça n'allait pas, comprendre qu'une relation était à ce moment-là compliquée, peut-être que ça pourra aider à corroborer sa parole, peut-être aussi que l'enquête amènera, parce que c'est rarement des passages à l'acte isolés, on va pas se raconter d'histoire non plus, donc amènera à trouver d'autres femmes, plus anciennes, qui également ont été victimes de viol de la part du même individu. Mais tout ça, ça ne fonctionne que si on connaît l'auteur, évidemment, et c'est 90% des cas. Donc voilà, donc c'est les accompagner, respecter leur rythme, et puis voilà, ne pas leur raconter d'histoire, quoi. En résumé, la loi actuelle, elle permet pas de condamner la plupart des viols. Les juges eux-mêmes trouvent que cette loi est difficilement interprétable et applicable. Vous l'avez dit, ça dépend si vous êtes votre affaire, elle se retrouve à Marseille, à Lille, à Brive-la-Gaillarde ou ailleurs. Vous savez pas comment les juges ont pas du tout la même interprétation, ils ont pas du tout la même idée de ce que ça signifie la contrainte, par exemple. Même eux, il y a 2 syndicats à la magistrature qui ont dit qu'il fallait changer cette loi, qu'ils avaient du mal à appliquer et à interpréter. Donc, c'est pas une lubie féministe de vouloir changer cette loi, même si toutes les féministes sont pas d'accord dessus. Et puis, c'est une question de respect du droit international. Notre loi actuelle, elle respecte pas les textes internationaux que la France a pourtant ratifiés. Par exemple, il y a un texte de 1980, mais c'est vous qui me l'avez appris dans votre livre, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ça s'appelle la CEDEF. Voilà. Ben, il est toujours pas appliqué en France, correctement. Donc, il y a des comités d'évaluation internationaux qui régulièrement viennent inspecter la France et disent « C'est bien, mais vous pouvez faire beaucoup mieux ». Ils le disent pas comme ça, évidemment, mais ils le disent de façon très, très polie dans des rapports que vous pouvez lire, qui sont consultables en ligne. Le dernier date de 2023. La France doit absolument changer sa loi sur le viol. Ça ne convient pas. La Cour européenne des droits de l'homme, elle rend aussi des arrêts régulièrement dans des affaires qui traitent de la définition des violences sexuelles et de la place du consentement. La France fait comme si ça n'existait pas. Et puis, il y a un autre texte plus récent, donc la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique. C'est ce qu'on appelle la Convention d'Istanbul. Cette Convention d'Istanbul, c'est un texte qu'on ne connaît pas bien, qui a été signé en 2011, ratifié par la France en 2014. Je me tourne à nouveau vers Maître Royaux. Vous avez fait partie du groupe d'expertes et d'experts qui a été chargé d'évaluer son application en France. Est-ce que vous voulez bien nous raconter brièvement à quoi ce texte sert et pourquoi vous le trouvez, vous l'avez dit un jour, vous trouvez ce texte magnifique? Ouais, je trouve que c'est un très beau texte parce qu'il est très accessible, pédagogique, il est facile. Ça fait toujours un peu peur, enfin en tout cas moi dans mes études, les textes européens, c'était toujours les textes un peu compliqués, il y a quelque chose de rébarbatif avec la loi parfois. Et là, c'est un texte qui fait du droit, mais pas que. La Convention, juste pour comprendre, elle repose sur 4 P, que sont la prévention des violences sexuelles, sexistes, par l'autonomisation des femmes, les pousser à travailler, l'éducation, la formation, enfin rapidement comme ça, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et les politiques coordonnées. C'est un travail d'équipe sur toute la chaîne en fait, parce qu'on sait que à plusieurs on est plus efficace. Bon. Et ce texte donne une feuille de route à la France pour atteindre l'objectif d'une loi qui applique la Convention d'Istanbul. Alors c'est pas une exigence de mot à mot, mais c'est un esprit vers lequel on doit tendre. Donc il y a évidemment du juridique, mais pas que. C'est pour ça que je vous dis c'est un très beau texte. Il y a aussi toute une façon de penser la société, de penser l'égalité, de penser les violences sexuelles, sexistes, comme des violences qui sont genrées, les appréhender de manière, une approche globale, non stéréotypée,
comprendre que le viol, c'est pas un problème de testostérone, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Les femmes n'ont pas moins de désir que les hommes, ça c'est ce qu'on raconte depuis qu'on est petit, que les hommes aiment le porno parce qu'ils ont un besoin tellement fort de sexualité, que les hommes ont besoin d'aller voir des prostituées, et finalement, tant mieux, ça évite les viols, mais ça c'est des poncifs lamentables, hein, et donc la Convention, elle nous dit non, en fait, c'est pas tout ça, hein, c'est pas biologique. Si les hommes se servent des femmes comme sur des buffets, c'est par domination, par pouvoir patriarcal, c'est la culture du viol. Penser qu'ils peuvent le faire, et donc ce que ça sous-entend, c'est que les femmes doivent éviter d'être violées finalement, puisqu'on sait que les hommes peuvent avoir parfois ce qu'on appelle des pulsions, ce qui encore une fois ne correspond à rien médicalement, en tous les cas. Eh bien, il faut que les femmes évitent d'être dans le sillage au moment de la pulsion, en gros. Voilà. Donc la Convention nous dit il faut aller plus loin que ce que vous pensez être simplement des passages à l'acte isolés. Et pour ça, notamment, et là j'en viens justement à l'évaluation, nous, on a dit à la France, parce que c'est un champ lexical très politique et poli, hein, l'Europe, on n'est pas là pour dire c'est pas bien, tu modifies, hein, pas du tout. Donc on a dit bravo pour les efforts qui sont faits, parce qu'évidemment que la France a fait des efforts. La loi n'est pas si mal faite que cela, elle est d'abord mal appliquée, ça on l'entend. Et il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut intégrer d'une manière ou d'une autre la notion de consentement dans votre définition du viol et de l'agression sexuelle, parce que c'est autour de ça, de toute façon, que tournent à chaque fois les preuves dans les procès. Donc, intégrer ça, former, évidemment, rester concentré sur les stratégies de l'agresseur, bien sûr, et ça, on le sait, et donc pas fragiliser la victime, mais il faut que vous puissiez avancer vers la convention que vous avez là ratifier, donc tenir compte de la sidération, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ce qui était dénoncé par les victimes dans les auditions qu'on avait, donc sidération, circonstances environnantes coercitives, tenir compte donc du contexte élargi dans lequel les faits se produisent, sont imposés, c'est important aussi, c'est pas juste le moment T, parfois c'est un espace-temps qui est un peu plus large et qui explique pourquoi est-ce que cette menace pour la victime est plus forte pour elle que pour vous, pourquoi est-ce que à ce moment-là, elle est contrainte moralement et qu'elle pense qu'elle n'a pas le choix que de céder ou subir. Et céder ou subir, ce n'est évidemment pas consentir. Vous avez parlé donc de tenir compte du contexte des circonstances environnantes. Ça, c'est une expression qui est donc dans la Convention d'Istanbul. Il y a l'article 36.2 qui dispose que le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne et que ce consentement doit être considéré dans le contexte des circonstances environnantes. Catherine Lemaguérès, là, il n'est pas du tout question du comportement de l'agresseur, de ce qu'il aurait fait, pas fait, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là du consentement et des violences sexuelles ? Je la trouve très intéressante parce qu'en fait, elle recouvre une partie des circonstances environnantes, c'est ce qu'on a, nous, violence, contrainte, menace sur surprise, mais elle rajoute l'obligation de vérifier, quand on initie un contact sexuel, que l'autre a dit oui. Ce qu'on a, violence, contrainte, menace, surprise, simplement, on va le garder pour les hypothèses où le mis en cause dit « elle a dit oui ». Si on regarde les cas de figure, soit la victime a dit non, elle a résisté. Il faut en plus qu'il y ait violence, contrainte, menace, surprise. Soit elle a rien dit. Si elle a rien dit, le pauvre, il pouvait pas se rendre compte qu'elle n'était pas d'accord. Puisqu'il n'y a pas d'obligation de s'assurer du consentement extériorisé, explicite de l'autre. Et c'est là où la Convention d'Istanbul nous invite à faire un changement. En fait, quand on ne dit rien, par défaut, ça devrait vouloir dire non. Qui ne dit mot ne consent plus. Ensuite, il y a qu'est-ce qui se passe pour les victimes qui disent oui. Et comme le disait très bien Zoé Royaux, céder n'est pas consentir. On sait très bien que dans certaines situations, on peut être amené à céder parce qu'on a tellement peur des représailles ou des conséquences d'un non qu'on va pas s'exposer. Si je dis non, je perds mon boulot. Si je dis non, je perds mon logement. Si je dis non, je perds mes papiers ou je les aurai pas ou je serai dénoncée parce que je suis sans papier. Évidemment que je vais dire oui, mais ça n'est pas un oui valable parce que céder n'est pas consentir. Donc, la force de la Convention d'Istanbul, qui est fondée d'ailleurs largement sur le droit canadien, c'est de dire aux États partis à cette convention, vous avez l'obligation d'introduire dans votre législation une définition du consentement positif. Seul un oui libre et éclairé est un oui. Et en plus, ce oui, donc, pour qu'il soit libre et éclairé, on va l'analyser en tenant compte des circonstances environnantes. Et c'est à ce moment-là que nous, on va pouvoir réintroduire nos violences, contraintes, menaces et surprises. Parce qu'effectivement, si un oui est énoncé alors qu'on est sous une situation de violence, contrainte, menace, surprise, on se doute bien qu'il n'est pas libre. Marie-Charlotte Garand.
Je voulais réagir sur la Convention d'Istanbul parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un gouvernement et l'État français qui, à l'international, se targue d'une diplomatie féministe très forte. C'est un vrai argument de dire, mais vous voyez, même en termes d'investissement sur les moyens, on a des budgets énormes parce qu'ils les investissent donc dans des programmes de développement à l'étranger. Et finalement, quand on regarde de plus près et qu'on zoome, on se rend bien compte que au niveau national, en tout cas, on n'est pas en conformité avec la Convention d'Istanbul. Et je trouvais intéressant, Maître Royaux, que vous parliez des questions de la prévention et du travail coordonné. Un exemple que le travail coordonné au niveau du territoire ne se fait pas, c'est qu'on a bien du mal à avoir des statistiques très fiables, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une photographie précise de ce qui se passe quand il s'agit des violences sexistes et sexuelles et du viol en particulier dans notre pays ? C'est pas normal. Et donc, ça veut dire pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'est pas une priorité. Ça n'est pas une priorité politique de se dire on va regarder ce qui dysfonctionne et on va mettre les moyens sur la table, ce qui m'amène au volet prévention. Dans les pays où on voit que les choses évoluent positivement, c'est notamment parce qu'il y a des moyens financiers qui vont avec. Tout ça pour dire que modifier la définition du viol dans la loi, c'est pas une baguette magique. Et il y a absolument personne qui est en faveur de cette modification qui dit que ça suffira et que miraculeusement, comme ça, on va avoir le taux de viol qui va baisser dans ce pays. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on est en droit d'attendre en face d'une modification du code pénal, c'est de dire nous voulons les moyens pour pouvoir effectivement prévenir en fait le nombre d'agressions dans ce pays. L'Espagne, à titre d'exemple, qui est assez pionnière dans son investissement et ses politiques publiques féministes, l'Espagne, en ratio par habitant et par an, met 4 fois plus d'argent dans la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles que la France. Donc forcément, ils vont avoir des résultats. Parce que de facto, il y a un investissement financier, un investissement sur la prévention, sur l'éducation pour les plus jeunes et sur la formation de tous les professionnels qui sont dans la chaîne de prise en charge des victimes. Donc c'est police, justice, santé. Vous avez parlé du Canada tout à l'heure, Catherine Lemaguérès. C'est vrai que quand on lit la loi canadienne, donc vous la trouvez en ligne, la loi canadienne qui pénalise le viol, vous le trouvez aussi dans votre livre. C'est un pays dont vous parlez beaucoup dans le livre, parce qu'effectivement, ça fait rêver. Quand on entend parler des procès pour viol au Canada, sont jugés là-bas des faits qui ne passeraient jamais pour un procès ici. Et là-bas, ils ont instauré donc cette obligation de consentement positif. Pourquoi, Catherine Lemaguérès, on peut pas juste prendre la loi canadienne et la recopier chez nous, quoi. En fait, ça a l'air quand même de bien marcher là-bas. On a 30 ans de recul. Ils l'ont mis depuis 92, cette loi-là. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire ? Brièvement, bon, j'imagine qu'on peut pas tout à fait copier-coller, quoi. Et en tout cas, quelles sont les différentes idées qu'on pourrait leur emprunter ? Alors, peut-être pas le faire exactement comme ça, parce qu'on n'a pas la même culture juridique, on a des histoires différentes, mais on pourrait quand même s'en inspirer très largement. L'aspect très positif qu'il y a dans ce droit, c'est que donc, le Code criminel canadien pose d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un consentement qui autorise l'autre à attenter à mon intimité ? Qu'est-ce qui donne l'autorisation ? Donc, une définition du consentement positif, c'est l'accord volontaire donné. Ensuite, il décrit « il n'y a pas de consentement lorsque » et pose tous les rapports de pouvoir liés à l'âge, liés au travail, liés aux études. Liés au travail, donc quand par exemple... Abus d'autorité. Abus d'autorité. Mon employeur, peut-être que je ne suis pas complètement libre de l'envoyer balader quand même. Ou un prof. Ou un prof, bien sûr. Donc voilà, et cette liste n'est pas exhaustive. Le Canada est comme nous, un pays où il y a le principe de la présomption d'innocence, où on doit prouver la culpabilité au-delà du doute raisonnable. Enfin, on a le même système cadre juridique, qu'on se rassure. Nous ne sommes pas les seuls à avoir le principe de la présomption d'innocence au cœur de notre droit. Je dis ça de façon un peu ironique parce qu'on nous dit souvent, vous voulez vous asseoir sur la présomption d'innocence. Donc non, c'est pas le sujet. Par contre, la personne qui allègue un consentement dit « en fait, j'ai cru véritablement qu'elle était consentante », ne peut le faire que s'il a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de l'autre. Alors, ces mesures raisonnables, ça peut être simplement demander. Son récit va être analysé, va être scruté en tenant compte des circonstances environnantes. Vous nous dites qu'elle a dit oui, mais en fait, elle était complètement bourrée. Donc non, c'est pas possible. Elle n'était pas en état de dire un oui libre. Et vous le saviez. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'elle était consentante.
circuler, c'est une erreur de droit. C'est ça qui est intéressant aussi. Il peut pas dire juste là je me suis trompé. Non, c'est pas que je me suis trompé, c'est pas une erreur de fait. C'est en tant que citoyen, vous avez l'obligation de vous assurer que l'autre dit véritablement oui. Et c'est ça qui va vous permettre d'échapper à votre responsabilité pénale. Et ça, c'est un changement de paradigme qui a un impact au-delà d'une simple question de droit. C'est-à-dire que la loi, c'est aussi une fonction pédagogique. Et c'est pas pareil d'enseigner que, en tant qu'être humain, homme ou femme, on a l'obligation de recueillir le oui libre et éclairé avant de s'engager dans une atteinte à l'intimité ou une relation intime avec quelqu'un, que de dire vas-y, tu peux y aller, simplement t'évites violence, contrainte, menace et surprise. C'est un changement de culture des relations entre les sexes. Et donc ça, c'est en soi extrêmement important, ce changement culturel-là, parce que c'est ça qui va favoriser aussi la paix dans les relations hommes-femmes et filles-garçons. Et c'est d'autant plus urgent que on a très très brièvement invoqué la pornographie, mais le chiffre qui a circulé après le rapport du Sénat et le rapport du Haut Conseil à l'égalité, c'est que 50% des enfants de 11 ans sont des consommateurs réguliers de la pornographie. 11 ans, on est en 6e. Est-ce qu'on imagine l'impact que ça va avoir sur leur vision de relations hommes-femmes ? Quand vous discutez avec des jeunes filles régulièrement dans les lycées, les jeunes filles viennent me voir à la fin de la séance en me posant des questions. Madame, est-ce que je suis obligée de faire ça ? Et le ça, ce sont des actes extrêmement humiliants, dégradants pour elles. Des questions que je n'avais pas il y a encore 10 ans. Notre culture, ou du moins il y a une certaine culture qui se développe de banalisation, de normalisation d'une sexualité dégradante et violente, qui est celle qui est portée par la pornographie. Donc, il est temps de véritablement réfléchir à la société que l'on souhaite avoir, aux relations hommes-femmes que l'on souhaite avoir. Est-ce qu'on souhaite avoir des relations qui sont fondées sur le respect, sur l'échange, sur la réciprocité, sur la joie de partager un moment d'intimité ? Ou est-ce qu'on trouve ça acceptable qu'une autre personne soit humiliée, dégradée ? Parce que ce serait de la sexualité fun. C'est pas de la sexualité fun, c'est de la sexualité violente. Donc, ça n'est pas de la sexualité. Dans tous les cas, nous ne voulons pas que ce soit de la sexualité. Et la loi viendra le rappeler, en fait. Viendra rappeler à tous ceux qui pensent que la sexualité violente, c'est de la sexualité, que ça n'en est pas, que c'est du viol. Parce que la personne qui a dit oui, elle a dit oui sous la pression, parce que elle-même avait peur, par exemple, des conséquences que ça allait avoir, et qu'il n'a pas acquis un oui, ou même il s'en est même pas soucié, parce que le schéma de base de la porno, c'est que les femmes commencent par dire non, puis elles finissent par dire oui, parce qu'en fait, elles rêvent toutes d'être violées. C'est le grand classique du scénario de la porno. Ça, c'est une partie de la culture sexuelle dans laquelle on baigne, qui est comme ça, donc ce qu'on appelle la culture du viol. Mais c'est vrai que imaginez ce que ça changerait si on apprenait que, voilà, est un viol toute situation où on n'a pas recueilli le consentement positif, explicite, enthousiaste de l'autre personne. C'est une révolution. Ce serait vraiment... Enfin, ça changerait quelque chose dans nos vies. Mais il y a beaucoup d'objections quand on parle de cette révolution-là. Il y a tout un tas de personnes plus ou moins réactionnaires qui hurlent quand vous essayez de changer quoi que ce soit. Vous parliez, Marie-Charlotte Garin, de squelette dans le placard, mais on entend des choses comme ça. Il va falloir signer un contrat avant d'embrasser quelqu'un. Il va falloir demander l'autorisation. Est-ce que je peux te toucher l'épaule ? Est-ce que je peux te toucher les cheveux et tout ? Bon, personne jamais ne fait ça. C'est pas du tout le monde dont on rêve. Ou alors, imaginez que les femmes vont par légion, ces menteuses, venir porter plainte contre des pauvres types qui ont pourtant rien fait. Tout ça pour se venger. Bon, on entend des objections comme ça, mais on entend aussi des objections féministes qui sont à prendre en compte sur le changement de la loi. Il y a plein de gens, de femmes, de féministes aussi, qui ont peur qu'en changeant la loi, on ait une loi pire, en fait, que celle qu'on a maintenant. Par exemple, on a entendu une critique selon laquelle ça forcerait à, alors attention, c'est technique, ce terme-là, à un renversement de la charge de la preuve. Non, parce que le système français est un système où on est présumé innocent, et c'est une valeur qui est fondamentale. Donc tant qu'on ne rapporte pas la culpabilité, on est présumé innocent. Et donc l'idée, c'est pas du tout de changer ça. L'idée, c'est d'enrichir la loi pour pouvoir élargir, pour que toutes les situations des victimes, telles qu'elles sont aujourd'hui dénoncées, puissent rentrer dans la loi, en fait, et être traitées par la justice. Quelqu'un va déposer plainte.
le ou la procureur qui, à ce moment-là, le ou la chef d'orchestre de l'enquête décide ou pas de poursuivre s'il y a assez d'éléments, et donc de convoquer devant une juridiction, et ça sera toujours au ou à la procureure de rapporter la preuve d'une culpabilité que lui ou elle soutiendra, et en sachant qu'il y a ce rempart qui est indispensable dans une société démocratique, en tout cas comme la nôtre, telle qu'elle est pensée et construite, de la présomption d'innocence. Donc si la preuve n'est pas rapportée, il n'y aura pas de condamnation. Enfin, voilà. Simplement, la preuve va être vue différemment. D'abord, on va pas poser les mêmes questions, puisqu'on recherchera pas comment la victime a résisté, mais on cherchera comment monsieur s'est assuré du consentement. Donc, tout au long de la chaîne judiciaire, de la police jusqu'aux tribunaux, l'enquête va porter sur comment il s'est assuré du consentement dans l'hypothèse où il y a un oui qui est allégué. Après, pardon, mais c'est déjà en fait un petit peu le cas, sauf qu'on n'a pas tous les outils. C'est-à-dire qu'en fonction de là où l'on plaide, de là où l'affaire se trouve, les questions posées, c'est d'accord, monsieur, vous dites qu'elle était consentante, mais comment vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a plein de réponses qui sont faites. Il y a un truc que j'aime beaucoup au Canada. D'abord, c'est une chose qui n'existe pas en France. On peut dire objection, votre honneur. Ça, je rêverais de ça, mais bon, ça n'existe pas du tout. On ne dit rien, on lève vaguement la main, on se lève vaguement, mais ça ne change rien. Et au Canada, on peut dire objection, stéréotype, mythe. Mythe et stéréotype. Je trouve ça génial. Ça, c'est ma découverte. Je trouve ça, mais formidable. Et du côté des professionnels, nous, ce qu'on nous dit, c'est, en fait, introduire la notion de consentement, c'est nous donner un outil en plus, en fait, dans notre boîte à outils. Et donc, effectivement, de pouvoir, avec le projecteur, se dire, bon, bah, la focale, elle est pas que sur la victime, elle est de se dire, on va aller voir du côté de l'agresseur, présumé, et on va lui poser la question, comment vous êtes-vous assuré du consentement de la victime? Et ça, pour beaucoup, c'est révolutionnaire en fait dans la pratique, parce qu'il faut le rappeler, bah oui, on a des biais sexistes en fait dans la pratique du droit aujourd'hui. Et en même temps, le consentement, c'est quelque chose qui est piégeux pour les féministes, quelque chose qui est difficile à appréhender aussi, enfin plutôt critiquable un petit peu, parce que on peut se demander dans quelle mesure on est libre en fait de consentir ou pas. Dans un monde qui est saturé de rapports de domination, est-ce qu'on est vraiment libre de dire oui ou non? À quelles conditions est-ce qu'on est vraiment libre de dire oui? Ça, c'est quand même une immense question. Et puis aussi, sur ce mot de consentement, il y a quelque chose d'un peu passif. C'est-à-dire qu'on consent à ce qu'on nous fasse quelque chose, on consent à faire quelque chose. Et donc, je sais que c'est pas un terme juridique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots que le consentement à mettre dans la loi? C'est vous qui avez le plus réfléchi, hein, Catherine Lemagarès, là-dessus, mais je veux dire, voilà, très rarement dans les interactions, enfin ça n'arrive jamais que quand on va faire l'amour avec quelqu'un, on dit oui, je consens. Donc on dit oui, j'ai envie, j'ai pas envie, je veux pas, voilà. Et donc, et c'est quelque chose aussi de plus actif. Comment on peut traduire ça dans la loi, quoi? Idéalement, on n'a pas envie que le signal pédagogique envoyé, ce soit « il faut demander à la dame si elle est d'accord ». Ce soit plutôt « assurez-vous que la dame, elle a vraiment, vraiment très envie », quoi. Voilà, et pas juste elle est d'accord. Alors ça, en éducation, c'est possible. En droit, c'est plus compliqué, le désir. On ne fait pas rentrer le désir dans un texte juridique. Le consentement, on connaît bien en droit. On l'a beaucoup en droit civil pour la signature des contrats, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que certains parlent de vous voulez faire rentrer le droit civil dans le droit pénal. C'est pas l'objet. Les victimes, effectivement, elles n'emploient jamais le mot consentement. Elles vont dire, mais non, j'étais pas d'accord, je voulais pas. Et le droit canadien définit le consentement comme l'accord volontaire donné. Donc on peut employer le terme accord. Accord et volonté ensemble, je trouve que ça marche pas mal. Il faut aussi aller au-delà parce que, comme vous le disiez, le consentement, c'est aussi une notion qui appartient au vocabulaire libéral et qui peut être un piège. C'est-à-dire que quand on prend par exemple la question de la prostitution, la tarte à la crème, ça veut dire mais elles le veulent bien, elles le choisissent, elles consentent. Et sur ça, je vous renvoie à la lecture d'un livre pour moi important de Muriel Fabre-Magnan qui s'appelle L'Institution de la liberté, qui a été publié au PUF, où elle explique très bien que c'est une forme de renversement des libertés. On ne peut pas consentir à sa propre subordination ou à sa propre exploitation. Et d'ailleurs, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc celle de l'ONU 1948, aux articles 29-30, donc tout à la fin, en général, on les lit pas, ces articles-là, il est bien écrit qu'on ne peut pas s'appuyer sur cette convention pour nier d'autres droits. Donc on peut pas dire qu'on est libre
pour dire qu'on est libre de s'asservir, y compris. Et là, ça rejoint les arguments des inquiétudes de certaines féministes qui disent, mais dans certaines situations, les victimes disent oui parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que tout ça, et donc ça va se retourner contre elles, parce qu'elles sont dans des rapports de domination. On a bien conscience de ça. C'est pour ça qu'on renvoie sans arrêt cette phrase « céder n'est pas consentir », qui est le titre d'un article de Nicole Claude Mathieu. On prend spécifiquement en compte les rapports de domination qui peuvent préexister et conduire à l'énoncé d'un oui. Mais encore une fois, ce oui ne sera pas valable, donc ne libérera pas de la responsabilité pénale de l'agresseur. Donc les pièges du consentement, il faut les avoir en tête. Il faut se dire que, en fait, il faut passer d'un consentement libéral à un consentement féministe. Le consentement féministe, il réintroduit tous les rapports de domination qui existent entre les êtres humains, d'âge, de sexe, de classe, de race, de tous les rapports de domination. Et on voit comment spécifiquement dans cette situation qui est soumise au tribunal, ils ont pu jouer et ils ont pu donc vicier un consentement qui serait éventuellement allégué. Et c'est très très différent, je vous remercie pour cette précision, et c'est très très différent que de simplement dire « ah bah elle a dit oui ». Marie-Charlotte Garin, vous avez auditionné des dizaines de personnes différentes dans la mission. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'est-ce qui vous a étonné que vous voulez partager avec nous dans ce que vous avez entendu, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, des choses qui vous ont fait bouger ? J'ai constaté des soutiens assez francs de la part d'acteurs dont j'aurais pas pensé qui seraient en faveur d'un changement. Et moi, ce qui m'a pas mal marqué, ça a été plusieurs professionnels du droit, mais notamment des forces de l'ordre, qui ont dit « le parole contre parole, ça n'existe pas ». Et on peut le savoir quand on travaille sur le sujet, mais en fait, dans la société, dans l'opinion publique de manière générale, c'est quand même un mythe qui est hyper répandu. Se dire ah mais de toute façon, tu vas pas aller porter plainte, c'est parole contre parole, ça va rien donner, quoi. Comme si il y avait finalement que la parole de la femme victime, de l'homme, avec en plus, si on le rappelle, avec des asymétries de pouvoir dans la société qui sont très fortes. Et on a bien vu les procès en diffamation qui ont lieu contre celles qui parlent contre les hommes les plus puissants, les carrières brisées qui sont toujours du côté des victimes et jamais des agresseurs. Et de se dire que il y a des personnes qui ont l'habitude de pratiquer le droit, ou en tout cas d'enquêter sur les affaires de viol au quotidien, et qui vous assurent que parole contre parole, ça n'existe pas si on a les bons outils dans le droit et si on a les moyens de pouvoir faire son travail correctement. Donc, de pouvoir vraiment pousser les enquêtes pour justement apprécier quelque chose qui a pas mal occupé nos discussions juste là maintenant, qui sont les circonstances environnantes. Tout ce qui va être le contexte, en fait, qui va pouvoir nous permettre de préciser, d'apprécier les situations. Moi, ma question, ce serait, est-ce que le fait d'être violé doit être justifié par la manière dont on s'habille? Parce que le plus souvent, on dit aussi que quand on se fait violer, on devrait se sentir coupable, nous, parce que, comme quoi, c'est nous, on a apporté la tentation, la manière dont on s'habille quand on sort dans la rue. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Parce que normalement, on est libre de nos choix. On peut porter ce qu'on veut, mais n'empêche que ça ne veut pas dire juste le fait que je m'habille, entre guillemets, un peu sexy, ça veut dire que j'attire les regards et que je dois me faire violer sans pour autant, je dois accepter ça parce que c'est moi, je suis coupable. Il y a un mot que vous avez utilisé, c'est libre. En fait, on est libre. Et c'est toujours la faute de l'agresseur, c'est jamais la faute de la victime. Et ça, il faut se le répéter, et se le répéter et se le répéter et le répéter à ses copines aussi. C'est toujours la faute de l'agresseur. C'est pas de votre faute en fonction de la longueur de votre jupe, la profondeur de votre décolleté. On doit pouvoir exister librement, justement, dans ce monde, sans être agressé. Mais c'est intéressant comme question parce que vous la posez là et les victimes se la posent. C'est-à-dire que les victimes, tout à l'heure, je le disais, elles se sentent toujours un peu responsables et coupables. Elles s'interrogent, pourquoi moi? Est-ce que j'ai provoqué quelque chose? Ma façon de m'habiller, est-ce que c'est parce que j'ai bu de l'alcool et que j'étais plus capable de pouvoir me protéger? Est-ce que parce que je suis rentrée tard toute seule dans la rue? Et ça, les victimes le disent parce que c'est aussi comme ça qu'on est éduqué. C'est-à-dire, tout à l'heure, on le disait un peu...
On explique que les hommes ont plus de besoins sexuels et que donc il y a un risque, voilà, qu'ils violent et que donc les femmes doivent éviter, se contorsionner pour éviter ça, donc rentrer plus tôt, mettre des jupes plus longues. Et ce qui est intéressant dans la question que vous posez là, c'est que malheureusement encore aujourd'hui, les services de police, qui sont ceux qui reçoivent la parole de la victime en premier, je veux dire quand on va porter plainte, on a encore des questions comme ça, mais vous êtes rentré à quelle heure, vous étiez habillé comment? Si on se fait voler son téléphone portable et qu'on va au commissariat, Jamais le policier dira non mais attendez, il est hyper cher votre téléphone, enfin c'est de la provocation d'avoir ça, puis qu'est-ce que vous faisiez avec le téléphone sur la table du café, enfin évidemment. Voilà, jamais, ça n'arrivera pas. Donc il faut revenir à des choses qui sont basiques. En fait, la loi, elle demande pas à la victime d'être parfaite. Ça, c'est la justice qui demande d'être parfaite, parce que ça rassure les juges, parce qu'on fait de la morale là-dessus. Mais ça, c'est leur problème à eux, et effectivement, c'est l'éducation et la formation. Nous, la loi ne nous demande pas d'être parfaite. Elle s'applique, le texte s'applique assez facilement si on veut le faire. Donc les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, les hommes aussi, et sortir à l'heure que l'on veut, et ne pas être inquiète de ça, parce que rien n'est provoqué. Il y a absolument rien, à part le fait de consentir explicitement, volontairement et tout, qui ne veut dire que vous consentez. Au Canada, dans les mythes et stéréotypes, c'est pour ça que c'est génial, en fait, ce qui arrive au Canada. Si, par exemple, vous êtes violé dans une fête, l'agresseur l'agresseur présumé ne pourra pas dire « Ah ben oui, mais elle m'a ouvert la porte toute nue ». On devrait arriver à cette situation-là aussi, où on pourrait ouvrir la porte à un pote toute nue, et ça veut pas dire qu'on a envie de coucher avec lui, en fait. Et il pourrait surtout même pas dire « Oh, je croyais qu'elle avait envie juste à cause de ça », vous voyez ? Et là, parfois, on est un petit peu étonné par ce que lui considère comme signifiant un consentement. Je vous renvoie au documentaire de Delphine Dilly, Un sexe sans consentement, qui a été publié chez Infrarouge. On voit un jeune homme qui dit « Moi, je sais quand une fille dit oui, c'est le remettage de cheveux. » Il fait le geste comme ça. Quand une fille fait ça, ça veut dire qu'elle est d'accord. Alors non, voilà. Typiquement, ni le remettage de cheveux, ni la tenue, ni le fait de boire, ni le fait d'ouvrir la porte nue, rien de tout ça n'indique a priori le consentement. Si on accueille quelqu'un nu, ça donne une petite indication, peut-être, mais ça ne veut pas dire que derrière, je ne vais pas m'assurer que, en fait, elle attendait pas quelqu'un d'autre, peut-être tout simplement, et que c'était pas pour moi. Ou qu'elle en avait envie sur le moment, mais qu'en fait, elle en a pas envie après, ou toutes sortes de choses. Et donc, en fait, quand on dit s'assurer des preuves avec des moyens raisonnables, c'est qu'on a, par exemple, posé la question, et aussi qu'on a bien conscience des rapports de domination dans la relation. Et par ailleurs, le consentement, c'est sur le principe de la relation sexuelle ou de l'activité sexuelle, mais pas que. C'est aussi dans quelles conditions, avec ou sans préservatif. C'est aussi un consentement qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. On n'a pas un droit à la sexualité. Il y a une jeune fille qui me disait ah mais une fois qu'on a souri, on est obligé de coucher. Alors non. Voilà. Et même une fois qu'on a commencé l'acte sexuel, on n'est pas obligé de continuer. Une fois qu'on a commencé l'acte sexuel, c'est pas obligé d'accepter d'autres gestes qui sont autrement plus brutaux. Je pense à ça parce qu'on sait que là, dans la culture sexuelle, se développent, par exemple, beaucoup de gestes assez brutaux, de fessées, de crachats, d'étranglements, de claques. Tout ça, en fait, ça va pas de soi. En réalité. Et par ailleurs, juste pour terminer sur cette question de l'habillement, vous avez une exposition qui circule, qui est le fruit d'une initiative d'une étudiante états-unienne, si ma mémoire est bonne. Comment j'étais habillée le soir où j'ai été violée. Et on voit qu'il y a absolument toutes les tenues. C'est-à-dire que on est du jogging au short, à la jupe. Et donc, on voit bien que c'est jamais ça qui... C'est pris comme prétexte. Stratégie classique d'agresseur, inversion des culpabilités. Il faut y voir clair sur cette stratégie pour pas tomber dans le piège. Et il faut aussi qu'on soit très... En fait, en tant que société, on a un chemin immense à parcourir parce qu'encore aujourd'hui, on dit, en fait, protégez vos filles. Mais moi, j'ai envie de dire, mais éduquez vos fils, en fait. Et apprenez-leur à ne pas être des agresseurs. Et ça, c'est un message aussi pour vous, jeunes. En fait, éduquez vos potes aussi, les hommes. Allez dire à vos copains, en fait, non, ça va pas. Intervenez en soirée quand vous voyez des comportements qui sont pas acceptables, même si vous avez l'once d'un doute. Mais nous, femmes, on est déjà habituées à ça. Nous, on fait déjà ça en soirée, de surveiller personne ne mette rien dans notre verre. Dans le métro, on voit une copine, une fille qu'on connaît pas qui se fait suivre, on va aller la voir, on va lui dire, est-ce que t'as besoin de quelque chose, etc. Nous, on est déjà dans cette stratégie de la survie face à la menace du viol.
Et donc aujourd'hui, il faut que ça change, il faut que les hommes soient dans une espèce de solidarité de principe pour sortir les agresseurs de nos rangs. On a tellement de progrès à faire dans les mentalités. On fait ça pour qu'on puisse vivre libre, enfin, qu'on se sente pas coupable de ce qui nous arrive. Il me semble qu'on pourrait aussi évoquer une sorte de mode de ce qu'on pourrait appeler les procédures bâillons, c'est-à-dire de menacer de procès en diffamation des personnes qui vont s'attaquer à quelqu'un d'assez puissant. Bon, j'oserais dire souvent un homme assez puissant. Donc c'était quelque chose que je voulais évoquer avec vous, savoir si c'était déjà dans votre expérience arrivé en tant qu'avocate, par exemple. Oui, évidemment, et c'est vrai que ça fait très peur aux victimes aussi. Elles se posent la question dès qu'elles vont déposer plainte, notamment contre un homme qui est connu, voilà, qui a plus de moyens, plus de qu'elle, parce que ça coûte cher aussi d'être défendu. Mais l'avantage, c'est que parfois, les hommes le font avec une témérité et une bêtise assez crasse. C'est ce qu'on a eu quand on avait défendu avec Valence Borgia, une députée qui avait déposé plainte contre Denis Baupin. Voilà, les faits étaient prescrits, donc elle ne pouvait pas avoir d'audience, en fait, prescrit pour toutes les femmes qui avaient déposé plainte contre lui. Et cet homme bien éclairé, lui et son avocat, avaient entre-temps déposé une plainte pour diffamation. Donc on a eu notre procès, finalement. Les femmes ont eu leur procès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès au pénal, puisque c'était prescrit, mais il y a eu un procès pour diffamation. Et alors non seulement il a été humilié, parce que ça a été pour elle une tribune judiciaire formidable, c'est-à-dire que ça a duré 2 heures. Le tribunal a pris le temps d'écouter ce que les femmes avaient dénoncé médiatiquement. Et lui, en plus, a été condamné pour procédure abusive. Donc c'est vrai que c'est formidable, ça. Alors c'est pas toujours le cas. Parfois, ce que font aussi les hommes, c'est que, enfin les hommes, les auteurs en tous les cas, désignés comme tels, c'est qu'ils annoncent cette plainte-là et ils la retirent en fait derrière. C'est ce qu'a fait PPDA pour certaines des victimes. Annoncer une plainte et hop, en cachette, on la retire au moment de Noël. Nicolas Hulot au moment de Noël. Et c'est vrai que ça fait très peur. En plus, la diffamation, c'est une procédure particulière qui va vite avec mise en examen automatique. Bon, bref, ça fait peur, mais ça donne aussi une tribune pour les femmes dont les faits sont prescrits. Et donc, ça peut être bien aussi, finalement, en fait. En tout cas, c'était bien dans le dossier de Denis Baupin. Je pense qu'il s'en souvient. Bonjour, moi je voulais savoir pourquoi vouloir la notion de consentement alors que même qu'actuellement les faits d'apporter la preuve ne suffit déjà pas. Parce que c'est pas la même preuve qu'on recherche. En fait, l'enquête porte sur quoi aujourd'hui ? Le policier ou le procureur ou le magistrat, ils ont l'obligation de caractériser l'infraction. C'est comme ça qu'on dit en droit. Caractériser l'élément intentionnel, caractériser l'élément matériel. C'est une obligation, on ne peut pas faire autrement. Or, qu'est-ce qu'on doit prouver ? Acte de pénétration, si je reste sur le viol, violence, contrainte, menace, surprise. Donc la preuve, l'enquête, elle va porter sur ça. Ce que ça va changer si on introduit un consentement positif, c'est que l'enquête va d'abord porter sur monsieur, comment vous avez fait pour vous assurer du consentement. Et évidemment, s'il y a violence, contrainte, menace, surprise, à ce moment-là, il ne pourra même pas dire qu'il y a eu consentement, puisqu'il ne sera pas valable. Donc en fait, on rajoute une étape en amont. Je prends un exemple qui était d'ailleurs cité, parce qu'il y a eu un colloque la semaine dernière, université, magistrature et les avocats, une procureure de Montréal qui présentait une situation sur laquelle elle était en train de travailler, qui était en cours de jugement. Et donc elle nous invitait à être juge canadien, québécois en l'occurrence, en disant ben voilà, je vous donne les faits, est-ce que vous condamnez ou vous condamnez pas ? Elle nous a donné les règles du jeu au départ. Tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens. Ouais. En fait, c'était un garçon qui avait une amie qu'il avait vue à l'époque à l'université. Ils étaient très copains, voilà. Et il en pensait pour elle. Il avait un crush, il la voulait. Bon. Et elle, pas du tout. Elle lui avait fait sentir à l'époque, elle lui avait dit aussi vraiment merci, on va rester amis, mais je suis pas du tout intéressée, quoi. Et il la recontacte parce qu'ils veulent, il lui propose d'aller fêter le Nouvel An ensemble. Et elle dit je suis occupée, j'ai une fête, mais si tu veux on peut aller au restaurant tous les deux dîner. Il dit d'accord, et il arrête pas de lui dire au restaurant ah là là qu'est-ce que t'es belle et tout. Bon, à un moment elle lui dit écoute merci, enfin vraiment ça c'est gênant là, arrête en fait. Et là elle lui dit et tu sais je suis pas du tout intéressée, je te l'ai déjà dit parce que t'es petit. Ok. Et elle aime les grands.
Voilà, elle aime les grands et lui, il est petit. Bon, elle lui dit, voilà, mais je t'aime bien comme ami, mais j'ai pas envie de coucher avec toi. Monsieur sort son portable où il lui montre une vidéo de son sexe en érection. Donc, elle a rien demandé. Elle est là. En fait, pourquoi t'as fait ça? C'est vraiment, je ne veux pas. Enfin, il dit, pour te montrer que quand même, je suis bien membrée, même si je suis petit. Moi, elle lui dit, non, mais rien à voir. C'est vrai qu'à nous raconter ce cas, on était toutes là, genre, oh là là, mais quel lourd. Bon, mais ça ne s'arrête pas là, car on rigole, mais c'est pas drôle du tout. Parce qu'après, il sort du restaurant, il dit, j'arrive pas à joindre mes amis, est-ce que je peux rester avec toi? Elle est là, bon d'accord. Donc, du coup, elle l'emmène à la fête. À la fête, il est là, j'arrive toujours pas à joindre mes amis, j'ai nulle part où dormir. Elle est là, bon, viens dormir chez moi. Donc, elle l'emmène chez lui, elle est vraiment sympa comme copine. Et il dit, j'ai faim. Donc, elle lui fait à manger, et puis, pour pas réveiller les colocs, il mange la soupe dans sa chambre. Et là, leur version diverge à partir de ce moment-là, parce que elle... Seulement à partir de ce moment-là. Voilà, parce que sinon, lui, Combien il est de fois d'accord. a-t-elle dit non? Combien de fois a-t-elle dit qu'elle n'était pas intéressée? Au moins 4 fois. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se réveille et il est en train de la pénétrer. Donc, elle est très mal, elle sort de là, elle est en train de pleurer, elle dépose plainte 1 mois plus tard. Lui, quand on lui demande sa version à lui, il va dire en fait, oui, elle a bien dit non, qu'elle n'était pas intéressée et tout, mais un moment après la soupe, elle est allée dans la salle de bain, elle est revenue en petite tenue, elle s'est couchée contre moi et a poussé ses fesses contre mon... Elle a frotté ses fesses, Elle a frotté ses fesses contre mon sexe. genou, un peu Voilà. comme ça. Voilà. Elle s'est frotté les fesses en culotte Donc, après la soupe. Donc j'ai cru que c'était, elle était consentante. Bon. Eh ben, en France, un cas comme ça qui est très banal, c'est super banal ça. Il n'y a pas violence, il Il n'y a pas contrainte, violence, il n'y a pas menace, il n'y a pas pas de contrainte, surprise. pas menace, pas surprise, c'est pas un viol. Au Canada, il y a un procès. Et au Canada, on demande au mec, à l'agresseur, on lui dit, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'elle était consentante? Qu'elle avait changé d'avis, puisqu'elle vous a dit 4 fois non. Donc, quelles sont les mesures raisonnables que vous avez prises pour vous assurer de son changement d'envie, de désir? Aucune. Donc, il n'avait pas à lui imposer un contact sexuel. Enfin, là, pour l'instant, elle, ce qu'elle soutenait, c'est que frotter ses fesses, quand bien même elle aurait fait ça, c'était ambigu, et ça ne veut pas dire qu'elle souhaite, alors qu'elle est à ce moment-là habillée, ne serait-ce que d'une culotte, qu'elle veut être pénétrée. Donc, frotter ses fesses, c'est suffisamment ambigu pour ne pas être une mesure raisonnable permettant de considérer qu'il est allé chercher le consentement. Après, en France, on pourrait se dire, par exemple, si elle dort, la violence n'est pas nécessaire quand on dort. Je veux dire, aujourd'hui, on est condamné. Hein. Si quelqu'un pénètre une femme qui est en train de dormir, on va pas lui dire c'est ok. Hein. Je veux pas. La justice française n'est pas à ce point-là non plus. Non, mais elle dormait préhistorique. pas. Attention. Elle hein. dormait pas. Mais voilà. Mais là, elle dit qu'elle est tombée après la soupe. Elle dit qu'elle est tombée d'un coup dans une sorte de coma. Donc, est-ce qu'il l'aurait peut-être droguée? D'ailleurs, c'est ce que envisageait éventuellement la procureure. Ce qui était intéressant aussi comme piste, parce que voyant qu'elle n'arrête pas de dire non. À un moment, il s'y prend autrement, peut-être. Mais voilà, bon. Enfin, ça aurait été un mythe et stéréotype, en fait, de dire elle a touché mon genou avec ses fesses, et donc ça voulait dire ça. C'est un mythe sur le comportement sexuel des femmes. Et c'est à chaque fois la volonté, le souci, l'attention que les magistrats canadiens ont de vérifier si les décisions qui ont été prises ne reposent pas sur des mythes et stéréotypes sexistes. Donc, on va passer tout en revue. En fait, systématiquement, on regarde si est-ce que ça, c'est une idée reçue qui est véhiculée et qui est reprise dans un jugement. Bonjour. Bonjour. Comment, sur ces questions-là, on travaille et on construit son expérience en tant que futur magistrat? Comment on se... qu'est-ce que nous apprend l'université ou l'expérience avant de passer à l'action? Alors, l'université, déjà, elle ne nous apprend pas grand-chose sur le sujet, puisque nous sommes très peu formés à la critique, j'allais dire féministe, mais de n'importe quel rapport de domination. En droit, on a une conception assez positiviste où on apprend le droit tel qu'il est, on a assez peu de distance critique et ça passe comme ça. Après ça, sur les magistrats, on a pu entendre des magistrats qui tenaient des propos à l'audience qui étaient absolument scandaleux, porteurs d'un sexisme
éhonté et qui, s'il n'avait pas été dénoncé par l'avocate ou l'avocat à l'audience, et notamment sur les réseaux sociaux, serait passé sans problème. Il se trouve que comme c'est tombé dans l'espace public, vite le président a mené une enquête et puis finalement il y a eu des conséquences pour le magistrat fautif. On reste dépendant de la combativité du Conseil. Au Canada, si je reviens sur le Canada, c'est une faute de droit. C'est pas seulement un mauvais comportement, c'est pas seulement un comportement non professionnel, c'est que c'est une erreur de droit. Quand la Cour suprême trouve que dans la décision, tel juge a dit tel propos sexiste, c'est une erreur de droit et donc ça conduit à la cassation. Et puis je pense à une autre affaire où c'était l'affaire du juge Robin Kemp qui avait dit sur le viol, il suffit de fermer les genoux pour pas être violé. Donc il avait dit ça, je sais plus dans quel contexte. Aux États-Unis. C'était au Canada. C'était au Canada. Oui, pardon. Et tout de suite, ça avait déclenché une enquête. Et en fait, il avait dit, ok, je me rends compte que c'était une erreur, je n'aurais pas dû dire ça. Je vais me former aux violences, je ne recommencerai plus. Mais en fait, il a été exclu de la magistrature, c'est-à-dire que c'est une faute professionnelle telle qu'il ne méritait plus d'être magistrat. Et vous avez raison, former les magistrats et les magistrates, et ça, on en est tous et toutes conscients depuis un bon moment. C'est toute la chaîne pénale. Donc c'est les policiers parce que c'est la porte d'entrée, mais c'est aussi le procureur ou la procureure au-dessus, puis ensuite pour arriver jusqu'à l'audience si on a de la chance. Donc ça, bien sûr. Alors il y a des formations. C'est pas là, on ne révolutionne rien. Il y a des formations qui existent déjà. Moi, j'interviens depuis 5 ans dans des formations organisées à l'école de la magistrature sur les violences sexuelles. C'est un cycle d'une semaine pluridisciplinaire. Donc c'est bien avec des formations continues, donc magistrate en poste. Donc ça, c'est aussi assez rassurant parce que c'est les gens qui tout de suite ont ce pouvoir-là de rendre la justice. Présidente d'assises, de cour départementale. Inscription volontaire pour ces formations-là. Bon. Des colloques aussi, comme a organisé Catherine Lemaguerès avec François Lavallière aussi à l'ENM, un colloque comme ça sur le consentement sexuel, où il y avait beaucoup de magistrats et de magistrates. On fait aussi ça avec les avocats et avocates, parce qu'on va pas se leurrer non plus. Si on accompagne mal les victimes, c'est compliqué derrière. Donc on a organisé, par exemple, avec 2 consoeurs, Anaïs Defosse et Sophie Soubiran, avec l'Ordre des avocats de Paris, des formations pour les consoeurs et les confrères pour accompagner les femmes victimes. Alors là, c'était violence intrafamiliale, on se compris le viol conjugal, mais c'est déjà un début. Maintenant, il faudrait qu'en fait, toutes et tous soient formés à ça. C'est-à-dire aussi bien le juge du divorce que le juge des enfants, que le juge pénal. Les magistrats changent de poste régulièrement. Donc, il faudrait aussi, surtout, je pense, que ce soit comme en Espagne et qu'il y ait une communication entre les différents juges. Parce que parfois, on a des décisions contradictoires entre le juge des enfants, le juge du divorce et le juge des violences. Il et elle ne se parlent pas. On n'a pas justement ces politiques coordonnées où on peut être dans un dialogue, un travail d'équipe pour comprendre, avoir une approche globale de la situation et ne pas remettre en danger. Victimisation secondaire, la femme et les enfants aussi. Donc c'est voilà. Bonjour. Quels sont les principaux obstacles à l'introduction du consentement dans la loi française et quels seraient les principaux leviers qui pourraient mener à surmonter ces obstacles ? Les principaux obstacles, le patriarcat, la culture juridique patriarcale, le fait que nous nous attaquons directement aux privilèges masculins d'accès au corps des femmes et d'accès aux femmes elles-mêmes, puisque nous sommes notre corps. Enfin, il n'y a pas une dissociation entre le corps et la personne. Et donc c'est à ça que nous nous attaquons et beaucoup le contexte. Un petit retour en arrière, au moment des débats parlementaires sur la loi de 80, il y a un sénateur qui dit, mais avec ce qu'on est en train de voter, l'épouse récalcitrante, je le cite, va pouvoir déposer plainte contre son mari. Et on lui répond, mais non, jamais ce sera possible. Bon, on a vu que si ça a été possible et que les femmes ont commencé à dénoncer le viol conjugal. Mais ça montre bien qu'il y a quand même cette idée d'un droit d'accès. Ah, j'ai bien le droit quand même. Ce que disent les agresseurs, parfois même devant le tribunal d'ailleurs. Donc, non, c'est la fin de ce droit en fait qui est signifié. La sexualité, elle doit se construire à 2. Et ça n'est qu'un échange, sinon on se débrouille tout seul. C'est comme ça qu'elle doit exister dans tous les cas. Donc le principal obstacle, ce sera celui-là. Les principaux leviers, c'est la force d'un mouvement collectif. Nous, en tant que société, sommes assez prêtes, dans ce que j'entends dans les débats, tout ça, c'est que les gens disent évidemment qu'on doit s'assurer du consentement de l'autre. L'immense majorité des personnes ont des relations apaisées,
réciproque, attentive avec leur partenaire. Donc la société est prête. Le droit international et européen nous y contraint. Ça, c'est un levier important. Je pense que c'est le sens de l'histoire aussi. Enfin, est-ce qu'on veut être du côté de la Hongrie, enfin, des pays qui s'y opposent et qui sont régulièrement condamnés par la CEDH pour non-respect des droits des femmes d'une façon générale? Pour ce qui est des leviers, il faut vraiment insister sur le collectif. Et moi, je pense que le travail parlementaire qu'on fait, c'est un outil pour pouvoir contribuer à cette machine-là. Nous, on va rendre des conclusions suite à cette mission d'information. Et la loi, elle a une vertu pédagogique, mais le débat parlementaire aussi. Et ça, c'est très très fort, parce que ça veut dire que pendant plusieurs semaines, déjà, il va y avoir effectivement la remise du rapport, la proposition de loi qui va être déposée à l'Assemblée nationale, et puis ce qu'on espère, nous, c'est qu'elle soit étudiée de manière transpartisane. Et donc, ça va créer des semaines de débat sur ce sujet. Et ça va être pour nous une opportunité extraordinaire de faire un exercice de pédagogie sur le sujet. C'est pas une question de est-ce qu'on va le faire, c'est quand est-ce qu'on va le faire. Et nous, notre job, c'est de faire que ce soit le plus tôt possible. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 8e épisode de notre cycle de discussion en public, Nous faire justice. Après cette conversation avec Naomi Titi, la productrice de l'émission, on retient 3 grandes idées pour nous faire justice. Déjà, que d'autres pays ont changé leur loi sur le viol, comme l'Espagne, le Canada et la Belgique, et qu'on peut s'en inspirer. Deuxièmement, que changer la loi, ça a aussi une vertu pédagogique. Ça permet de faire évoluer les mœurs et les pratiques en signifiant beaucoup plus clairement ce qui est interdit. Et troisième idée, qu'en fait c'est toute notre culture sexuelle qu'il faut faire évoluer pour rendre le consentement sexy, à rebours des oppositions caricaturales qui font comme si, avec un changement de loi qui introduirait le consentement, on serait forcé de signer des formulaires pour la moindre caresse. En fait, il y a plein de façons excitantes de faire savoir son désir et surtout de s'assurer du consentement de la personne avec qui on est en train d'avoir une relation sexuelle. D'ailleurs, on vous donne plein d'exemples dans l'épisode 6 du podcast Le cœur sur la table. L'épisode s'appelle Le chasseur et la proie. Et enfin, on vous conseille de regarder un excellent documentaire, Viol, défi de justice, de Marie Bonhomet, qui nous plonge au cœur d'un procès pour viol. Cet épisode a été enregistré devant les étudiantes et étudiants de l'université Sorbonne Paris-Nord à Villetaneuse, une banlieue proche de Paris dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Merci à elles et eux pour l'organisation et pour leurs questions. Merci à mes invités, Catherine Lemaguérès, Zoé Royaux et Marie-Charlotte Garin. Vous retrouverez toutes les références mentionnées pendant l'émission sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Naomi Titi, productrice, Quentin Bresson, ingénieur du son, Lucille Leboutet, assistante de production, Lise Niederkorn, chargée des événements extérieurs, et merci à l'équipe de la Sorbonne Paris-Nord, en particulier à Judith Meyer, Victoire Picard et Camille Robard. Merci à vous, chers auditeuristes, pour votre écoute, et à bientôt.